Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 8 décembre. Au menu aujourd'hui, retour sur le dernier conseil communal de Nyon et les conflits qui agitent l'administration communale. En sport, on voyage jusqu'à Dubaï avec le Nyon Rugby 7 et en culture, place à la musique avec le concert de musique classique intitulé Classique pour tous, offert par la commune de Saint-Fergue. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea, je suis pas loin de toi, comme tu vois. Je suis à Gland, sur l'avenue du Mont-Blanc, au centre de distribution de la Côte, à la Poste. Et je voulais savoir, est-ce que tu as fait ta liste au Père Noël ? Est-ce que tu lui as commandé plein de choses ? Ouais, alors une longue liste, elle est prête, elle est envoyée. Donc ça passe là, chez toi, à Gland. Exactement. Peut-être que tes colis se trouvent ici. Tous les jours, il y a des colis qui sont reçus et qui sont renvoyés aux clients partout dans la région de la Côte. On va expliquer un petit peu ensemble comment ça marche, cette fourmilière, et puis où sont stockés les colis ici, dans ces caisses. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre. En actu, plusieurs interpellations ont été déposées lundi soir au sujet de la crise que traverse l'administration nyonnaise. Un mois après la remise du rapport d'enquête par l'ancien juge cantonal Pierre Muller, les élus communaux ont demandé un point de situation à la municipalité. Nous leur avons tendu le micro à l'issue du conseil communal. Il y a un conflit, a dégénéré une crise. Aujourd'hui, une très grande inquiétude. Il y a, les gens sont relativement dubitatifs par rapport à ce qui se passe, parce que personne ne sait réellement ce qui se passe. On savait par des bruits de couloir que ça n'allait pas très bien, mais on ne s'imaginait pas que c'était à ce point-là. Donc j'ai été informé par la presse, merci beaucoup, parce que peut-être que sans cela, on n'aurait pas sorti le lièvre. On a toujours des étonnements quand on a des histoires d'harcèlement. Après, est-ce que c'est vraiment un étonnement ? Parce que socialement, c'est quand même un problème qui est répandu dans la société, l'harcèlement au travail. Et c'est un peu pour ça qu'on revient un peu. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on parle réellement de mobbing et de harcèlement ? C'est les différents termes utilisés à gauche et à droite. Alors c'est plutôt des suppositions en fonction des différents rapports. Quel était le propos de votre intervention ce soir ? En tant que vert, nous, ce qui importe, c'est un peu la condition des employés. Est-ce que les personnes plaignantes ont été respectées ? Est-ce qu'elles n'ont pas eu des problèmes ? Est-ce pas elles qui ont dû être déplacées ou ce genre de choses ? Le syndic nous avait expliqué que le rapport qui avait été effectué par ce monsieur Muller faisait état de carences, de faiblesses au sein de l'administration, notamment au sein du SAG et du service des ressources humaines. L'enquêteur a fait des recommandations. Et c'est de savoir, mais quelles sont ces recommandations, puisque ce rapport, maintenant, il est sur la table de la municipalité depuis un bon mois. Et il nous semblait que c'était justifié que du côté de la municipalité, on nous communique un petit peu plus, qu'on donne plus d'informations à ce sujet. À la fin, c'est quand même un rapport qui va être payé par les contribuables nyonnais, donc ça nous paraît quand même tout à fait légitime que le contribuable nyonnais sache à quoi, en fait, une partie de ces impôts sont utilisés et qu'est-ce qui figure dans ce rapport. Le syndicat SSP a publié un article jeudi dernier concernant cette crise au sein de l'administration communale. Vous avez avoué ce soir avoir été surpris du contenu de cet article. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a surpris ? Oui, parce qu'il est assez accusateur, assez vindicatif. Mais en même temps, c'est un syndicat, c'est un langage de syndicat. Moi, je peux décrypter ça, je peux très bien comprendre. Qu'est-ce que vous décryptez ? Je décrypte qu'on descend dans la rue avec le poing levé et puis qu'on menace. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Donc les choses qui sont dites là-dedans, on a peut-être forcé le trait, mais vu du côté des défenseurs, entre guillemets, des employés, je comprends qu'il y ait une envie de provoquer et puis de pousser le syndic, parce que c'est lui qui est principalement attaqué dans cet article, de pousser le syndic à répondre, à réagir. Ouais, le syndic, à l'inverse, parle lui d'une division clanique. Il ne se remet pas forcément en question, vous comprenez ? Pourquoi ? Non. D'abord, le syndic n'est pas que le syndic, mais il est le chef du SAG. Il est le municipal, entre guillemets, du SAG. Donc il est quand même censé savoir ce qui se passe dans son service. Et puis, alors qu'il y ait des clans, je veux bien l'admettre, hein, mais que ça ne soit pas de sa faute, ou qu'il n'ait pas d'emprise sur le sujet, c'est un petit peu facile de déclaration. Ce soir, est-ce que les réponses du syndic vous ont convaincu ? Alors en ce qui concerne
ma partie et mon interpellation, j'ai envie de dire partiellement. J'ai eu effectivement une partie seulement des réponses, c'est-à-dire que la municipalité a pris conscience des problèmes. Apparemment, ils travaillent sur certaines recommandations. Sur toute la partie qui touche les ressources humaines, ça, je ne vais pas du tout me prononcer parce que je ne pense pas être en fait, à même de pouvoir juger de quoi que ce soit. Mais donc, partiellement. Oui, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que le syndic vienne au moment des communications municipales spontanément dire, voilà, il y a un mois, qu'on a parlé de ça, je viens refaire le point. C'est une question de confiance entre la municipalité et le conseil. Sa réponse était « donnez-nous du temps ». Donc pour l'instant, il m'a convaincu dans le fait que j'aurai la réponse plus tard. Ce qui me manquait un peu dans sa réponse, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une très bonne collaboration entre les employés plaignantes, le syndicat et la municipalité sur un conflit comme ça. Et c'est peut-être là-dessus où j'aurais été un peu plus dans l'attente de la municipalité, d'être un peu plus proactive. Mais j'ai espoir que ça change. Après les nombreux questionnements, le syndic de la ville de Nyon a apporté des éclaircissements. Daniel Rossella a notamment précisé que la charge importante du travail du secrétaire municipal et de son adjointe a pu, je cite, engendrer certains malentendus et que le plus important est désormais de préparer le terrain structurel et émotionnel. Alors d'abord, il y a eu des informations qui ont été données de manière informelle aux personnes principalement concernées par l'enquête. Il se trouve simplement que maintenant nous sommes en train de rédiger les lettres qui vont leur être adressées, qu'on doit leur donner une copie du rapport, mais que ce rapport doit être caviardé. Ça veut dire qu'on doit enlever un certain nombre d'éléments qui permettraient d'identifier des personnes parce que nous devons protéger la personnalité de celles qui ont été interrogées par l'enquêteur. Donc c'est un travail juridique assez long et puis nous espérons le faire dans les prochains jours. Qu'est-ce qui prend du temps? Est-ce que c'est de caviarder un rapport ou est-ce que c'est d'étudier ce rapport qui fait quand même finalement 200 pages plus les annexes? Alors d'abord, le temps d'étudier le rapport, d'étudier aussi les annexes, de vérifier un certain nombre d'éléments et de constater s'il manque des choses ou pas. Et en l'occurrence, le constat que nous avons fait, c'est qu'il y a quelques éléments qui mériteraient un complément, qui nous paraissait incomplet malgré l'étendue de ce rapport. Pourquoi est-ce que ce rapport-là doit être vérifié? Vous nous avez dit qu'il avait été confié à un ancien juge cantonal. Pourquoi est-ce que vous devez vérifier, c'est vos mots, ce rapport? Parce que l'enquêteur, il a écouté plein de personnes qui sont venues avec des affirmations, qui sont venues avec des documents. Et puis, on doit simplement vérifier si tous les documents sont là, si c'est complet, s'il n'y a pas des manques qui pourraient donner un autre éclairage à l'enquête. Il ne s'agit pas de remettre en question le travail qui a été fait par l'enquêteur. Il s'agit simplement de lire pour être certain d'avoir bien compris les choses et de vérifier par rapport à notre connaissance s'il y a une concordance. Quelles sont les mesures que vous allez mettre rapidement en place? Vous en avez cité plusieurs ce soir. Est-ce que vous pouvez nous en donner peut-être deux, les prioritaires? Bon, une des mesures prioritaires, ça va être de préparer le retour au travail d'un certain nombre de personnes qui sont en arrêt maladie depuis longtemps. Ça veut dire qu'on doit faire une sorte de thérapie sociale et préparer le terrain. On ne peut pas imaginer que des gens reviennent demain au bureau comme si de rien n'était. Donc on doit préparer. C'est des gens qui vont devoir se reparler, qui se sont accusés, qui ont eu à l'égard de leurs collègues des critiques assez sévères. Et voilà, il faudra les mettre autour de la table et les faire dialoguer avant que ce soit possible de retravailler normalement. Est-ce que la municipale en charge du dossier du RH est toujours titulaire des ressources humaines, Élise Beukel? Élise Beukel est toujours en charge des ressources humaines. Vous pouvez nous le confirmer? Ben oui. On a vu ce soir, en tout cas, un peu, je ne sais pas comment le dire, d'appréhension peut-être. Elle était assez perplexe, en tout cas dans ses gestes, dans son visage, quelques froncements de sourcils. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est tout à fait d'accord avec l'ensemble du collège? Ce n'est pas la sensation qu'elle donnait ce soir, en tout cas. Je n'ai pas à commenter le verbal et le non-verbal des collègues de la municipalité. La municipalité est un collège qui fonctionne en collège avec des règles de collégialité. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc aujourd'hui, elle doit s'aligner avec vos propos, c'est ce que vous nous dites?
Non, dans toutes les municipalités, il y a des discussions, il y a des débats, il y a des décisions. Et les membres d'une municipalité qui ne seraient pas d'accord avec la majorité doivent accepter les décisions prises par la majorité. Mais je peux quand même vous dire que c'est assez rare. Ce soir, vous avez également mis sur le devant de la scène le SSP. On sait qu'il a mis en ligne un article jeudi, à quelques heures de vous rencontrer en séance. Le SSP a été assez virulent envers la municipalité et vous-même en tant que syndic. Quelle est votre réaction ? Moi, j'ai été assez choqué, indigné, parce que ce n'est pas digne d'un partenaire social. Je veux dire, manifestement, ils ont pris le parti pour un des camps. Il faut savoir que la crise que traverse l'administration communale a généré une dérive clanique et il y a deux camps. Et manifestement, le SSP, la commission du personnel en partie aussi, a pris fait et cause pour un des camps, alors qu'elle n'a pas la vision globale de la situation. Donc nous avons tous les éléments et nous pouvons affirmer que leur position, elle n'est pas correcte. Il y a des éléments mensongers et pour moi, on ne peut pas construire un dialogue avec un partenaire social dans des conditions de ce type. Donc je regrette vraiment beaucoup cette prise de position. Contacté par notre rédaction, le syndicat SSP n'a pas donné suite à nos appels. Nos micros restent ouverts. Celui qui est toujours au bout du fil, par contre, c'est Alexandre Caporal. Allô, est-ce que tu nous entends ? Tu es toujours là ? Bien sûr, Andrea, toujours au centre de distribution de la Côte, ici à Gland, pour la Poste. Et je suis en compagnie de Thierry Flukiger, qui est responsable du secteur de distribution de la Côte. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre. Alors, à l'heure où on enregistre, on est entre midi et 2. Pour le moment, c'est calme ici, mais j'ai envie de dire, c'est pas spécialement le cas dès le matin. C'est plutôt une fourmilière qui s'active ici pendant les fêtes à la Poste. C'est une grosse fourmilière ici, une fourmilière qui regroupe plus d'une centaine de collaborateurs et qui tourne 20 heures sur 24. Donc, le travail d'aujourd'hui a commencé en fait hier soir à 23 heures avec l'arrivée des premiers véhicules qui sont venus livrer la marchandise. Donc, on est d'accord, c'est le plein boom pour vous le mois de décembre. C'est le plein boom. C'est là que les collaborateurs travaillent vraiment sans relâche. C'est le plein boom. On a eu cette fameuse semaine du Black Friday et les commandes qui ont été faites il y a 10 jours sont en train d'arriver maintenant. Alors, présentez-nous un petit peu les lieux. On va se déplacer ici dans ce centre de distribution de la Côte pour la Poste. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne ici. Qu'est-ce qu'on voit autour de nous ? Donc, autour de nous, ici, donc on est sur le quai de chargement où nos véhicules sont arrivés depuis hier soir pour décharger de la marchandise. Et une partie de cette marchandise a été dispatchée ce matin pour être livrée à Nyon, à Founet, à Gingin, à Rolle. On voit un camion qui se gare d'ailleurs, voilà, juste derrière nous. On voit un camion de facteur qui se gare, qui rentre certainement pour recharger une deuxième partie de sa tournée. Et voilà, ces facteurs vont partir d'ici ou d'autres bases de distribution. Celui que vous voyez derrière nous, il va distribuer aujourd'hui à lui seul entre 400 et 500 colis, certainement dans la région lyonnaise, mais il part aussi ses collègues partent jusque dans la région de Saint-Pré depuis ici, depuis Gland. Alors, si j'habite la région de la Côte et puis que je commande des cadeaux de fête de fin d'année, où est-ce qu'ils arrivent ? Alors, avant d'être cachés sous le sapin, ils sont cachés chez nous. En fait, rien n'est stocké ici. Toute la marchandise qui est arrivée cette nuit est distribuée aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, vous constatez actuellement des grands espaces vides. Il y a 6 heures de temps, on n'aurait pas pu se promener comme ça ici. On se serait fait bousculer, il n'y aurait pas eu la place. C'était l'effervescence. Alors, regarde, Andrea, je te montre quand même ici l'entrepôt avec toutes les caisses, comme vient de le dire Monsieur Flickiger, des caisses vides puisque tout est parti ce matin. Donc, c'est ici que les colis arrivent. Comment vous organisez un peu où sont stockés les colis, où est-ce qu'ils sont rangés ? Je vois des numéros partout autour de moi. Voilà, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, une partie des colis qui arrivent ici va repartir sur d'autres offices de distribution dans la région. Et ici, les chars vides avec ces numéros que vous voyez autour de vous, chaque numéro représente un facteur. Et ces facteurs ici partent, ils vont desservir la ville de Gland, mais ils vont aussi desservir jusqu'à Saint-Sergue, tous les villages, Arzier, tout ça, tous les villages qui montent, mais aussi du côté de Gimel jusqu'à Saint-Georges. Et chaque chariot représente un facteur. Qui lui partira non pas avec une camionnette comme on a vu tout à l'heure, mais plutôt avec une voiture, mais il va quand même servir entre 100 et 140 colis
en plus de tout le courrier, des lettres, les journaux, les recommandés, etc. Et alors, on parle de 12 000 colis, c'est ça, par jour? Ça, c'est ce qu'on a fait à peu près ce matin, à peu près 12 000 colis. C'est ce qu'on fait en période de Noël ici à Gland par jour. D'accord. Et donc, combien d'employés, je crois que vous l'avez dit au début, mais on peut le rappeler, combien d'employés ici travaillent à cet office de distribution de la côte? Alors, un peu plus d'une centaine d'employés. Les trois quarts d'entre eux sont du personnel de distribution, des facteurs. Et quelques employés sont donc pour le tri à l'intérieur ici. Et ensuite, on le voit derrière nous, la deuxième vague va s'organiser cet après-midi. C'est toutes les commandes d'un de nos gros partenaires dont beaucoup de gens vont reconnaître les logos. C'est les denrées alimentaires qui vont être servies. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller faire vos courses au supermarché. Vous commandez en ligne, le facteur vous livre. Aujourd'hui, on a à peu près 500-550 caisses de marchandises à livrer. On a noté une très, très forte recrudescence ces 2 dernières semaines. La 5e vague? La 5e vague et le retour du télétravail. Donc, à nouveau, les gens font des réserves. Je tiens à rassurer tout le monde, on n'a pas encore entendu parler de pénurie de papier de toilette pour l'instant. Très bien. Donc voilà un petit peu ici où s'organise cette fourmilière avec toutes les caisses, tous les colis. On va se diriger un petit peu plus loin pour voir. Eh ben oui, alors Andrea, tu as sûrement commandé peut-être des cadeaux, mais tu as sûrement envie de faire des lettres et d'écrire des lettres aussi à ta famille, à tes amis dans la région. Et ben là, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Ici, c'est ce qu'on appelle la halle des facteurs lettres. Donc le matin, devant ces schémas de tri, le facteur trie par maison, par rue, par habitation, tout le courrier qu'il a à distribuer. Et ensuite, il emballe ça dans des caisses en plastique qui va être distribué tout au long de sa tournée, en plus des colis qui vont arriver. Donc là, c'est les lettres qu'ils vont recevoir. Donc, je ne peux pas vous montrer la case du Père Noël parce que ce n'est pas ici qu'il habite. J'allais vous le demander justement parce que je sais qu'on peut écrire au Père Noël de la Poste et le Père Noël de la Poste répond. Alors, ce n'est pas le Père Noël de la Poste, c'est le Père Noël. On est en contact direct avec le Père Noël. Et bien sûr, les enfants peuvent écrire, enfin les enfants et les adultes peuvent écrire au Père Noël. Et la Poste, on ne va pas relever le secret, mais on va acheminer la lettre vers le Père Noël qui lui répondra. Très bien. Bon, alors on va vous laisser parce qu'encore beaucoup de travail aujourd'hui. D'ailleurs, donc 20 heures sur 24, ça s'active ici. Hein. Voilà, 20 heures sur 24. Donc, on distribue beaucoup de marchandises, mais nos clients, les entreprises ont la possibilité de venir déposer la marchandise. En fin de journée, on va aller récupérer toute la marchandise qui aura été déposée dans les filiales de la Poste de la région et pour acheminer ça sur nos centres de tri courrier avec tous nos employés, avec nos apprentis qui sont là. Je profite pour faire aussi un coup de pub là-dessus. On forme des apprentis logisticiens à la Poste, on forme des apprentis logisticiens à Gland. Si vos enfants sont intéressés, qu'ils viennent faire leur apprentissage chez nous l'été prochain, il nous reste des places. Merci beaucoup, bon travail et puis belle fête de fin d'année à la Poste, Monsieur Flecky. Merci beaucoup et merci à vous et vraiment on fera tout le possible pour que vos cadeaux de Noël arrivent dans les délais. Merci. Merci. Voilà Andrea, tout le possible donc est mis en place ici à l'office de distribution de la Poste pour le secteur La Côte pour que les cadeaux arrivent à temps et les lettres aussi comme tu le vois derrière moi. Ouais, d'ailleurs Alexandre, si tu trouves le numéro du Père Noël, n'hésite pas à nous l'apporter, comme ça on organise une interview avec le Père Noël. À tout à l'heure Alexandre, on passe au sport. La famille du Nyon Rugby Club s'est agrandie avec la création d'une section de rugby à 7, le Nyon Rugby 7. La semaine dernière, l'équipe a fait son baptême du feu à Dubaï, et oui, où elle a disputé son premier tournoi officiel. On en parle aujourd'hui avec 2 joueurs, Cyril Lin, Jérémy Testa. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors cette équipe du Nyon Rugby 7, racontez-nous pourquoi est-ce qu'elle s'est créée et comment? Alors, cette équipe s'est créée pendant la période Covid, du coup, la dernière qu'on a pu connaître au mois de mars. Voilà, on a fait certaines précautions à ne pas pouvoir mettre de contact en fait, sur nos séances d'entraînement. Du coup, on a improvisé avec nos entraîneurs et les joueurs des tournois de flag. Donc voilà, c'est des tournois touchés plus ou moins. Et du coup, après un entraînement, nous est venue l'idée de créer une équipe à 7. Et voilà. Ouais. Quelle est la différence entre une équipe à 7 et une équipe à 15 ? On est moins de joueurs sur le terrain. Ouais, c'est tout. Donc en termes de règles, après, en termes de règles, c'est quasiment identique. C'est la durée. C'est-à-dire que le rugby à 7 se joue sur tournoi. Donc c'est des matchs de 2 fois 7 minutes.
Alors qu'à 15, on joue 2 fois 40 minutes et on peut jouer qu'une fois. Donc c'est des tournois de 2 jours assez sympathiques où on fait entre 4 et 6 matchs en fonction des résultats. Ouais, vous dites assez sympathique, pourquoi? Est-ce qu'il y a une différence dans la manière de jouer ou pas du tout? Il y a beaucoup moins de contact. Vu qu'il y a plus d'espace, vu qu'on est que 7 sur le terrain, il y a beaucoup moins de contact. Donc c'est un jeu d'évitement, c'est beaucoup plus stratégique. Il faut avoir beaucoup plus de cardio aussi parce que ça court, ça court énormément. Mais voilà, donc c'est un sport qui va bien avec le 15 mais qui est différent sur beaucoup de choses. Ouais, aujourd'hui, qui c'est qui compose cette équipe? Alors l'équipe elle est composée d'un groupe de 20 à 25 joueurs, tous issus du Union Rugby Club A15. Voilà. Et elle est composée par, on va dire quoi, 80% à peu près de personnes n'ayant pas forcément d'antécédents avec cette pratique-là, mis à part 4 ou 5 en Suisse et en France. Voilà. Ouais, alors, baptême du feu à Dubaï, est-ce qu'on peut dire que c'est un rugby de luxe? De luxe, non. Oui, c'est sûr que Dubaï est un endroit qui attire, surtout en cette période pour nous, on est en hiver et là-bas, c'est les petites chaleurs, on va dire. Mais disons qu'il y a un tournoi mondial qui se fait sur étape, un petit peu, on va dire, 2 fois par mois, à peu près. Et du coup, il y a toutes les grandes nations, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Et à côté, Dubaï permet aux amateurs comme nous de venir assister à ce tournoi et puis en même temps de faire notre propre tournoi entre nous. On a eu la chance de faire 4 matchs. On a rencontré une équipe australienne, une équipe anglaise, enfin 2 équipes anglaises. Voilà, on a croisé des Français, on a croisé énormément de monde. Donc c'était vraiment très cosmopolite et voilà pourquoi Dubaï en fait. Ouais, alors on voit les images là en ce moment. Comment ça s'est passé ces matchs? Alors du coup, on a une entrée en matière contre les gagnants du tournoi, une équipe sud-africaine qui a été un peu compliquée, on va dire, voilà, avec un score assez large. Les automatismes, malgré tout, ont commencé à prendre. On a gagné notre second match. Et puis pour finir la première journée, on a joué... pour commencer la seconde journée, pardon, on a joué cette équipe britannique, donc de la police britannique, et on a mis une mi-temps entre voilà. Et du coup, après, on court après le score, on a perdu aussi. Okay. On a perdu aussi. Et voilà, donc non, on a fait un bilan de 1 victoire et 3 défaites, mais pour une entrée en matière, voilà, on s'était mis quelques objectifs entre nous. Surtout à Dubaï, quand même, c'est pas facile. Hein. Ouais. J'imagine que là, en termes de cardio, il faut tenir. Non, c'était assez compliqué et voilà, ça nous a permis de voir et on est très excités pour la suite. Justement de ce qui peut nous arriver, de continuer à travailler, de former des jeunes pour aller essayer de chercher des tournois un peu comme Dubaï ou quoi que ce soit. Ouais. Alors en tant que première équipe suisse à y participer, qu'est-ce que ça représente pour vous ce voyage? C'est une fierté parce que derrière il y a des personnes qui se sont investies pour monter cette équipe, pour monter ce projet, pour le tenir en vie. Voilà, il y a eu aussi beaucoup d'engagement des joueurs, du groupe, mais aussi des personnes qui ont été hors groupe, qui ont été présentes. Voilà, c'est un engagement individuel, mais aussi de groupe qui fait qu'aujourd'hui on est quand même tous fiers d'avoir participé à ce tournoi. On a des partenaires qui nous ont accompagnés, qui nous ont permis de réaliser ce projet aussi. Qui fait que voilà, donc c'est une grosse fierté d'avoir porté déjà la ville de Nyon, le club de Nyon et les couleurs de la Suisse aussi. Ouais, ces couleurs de la Suisse, vous les avez quand même sacré bien amenées jusqu'à Dubaï. On a des photos justement du voyage, on va les voir à la suite. Vous avez même amené la petite cloche suisse, les drapeaux, les fanions, tout était parti. Hein. Qu'est-ce que vous vouliez amener de Suisse à Dubaï? Pour la cloche, c'est... la cloche, ça fait partie, parce que comme je joue avec l'équipe A15 de Suisse, c'est un petit rituel qu'on offre à celui qui a fait la plus belle bêtise du week-end. Donc en récompense, tu dois trimballer la cloche. Donc voilà, c'était quoi la plus belle bêtise du week-end? On veut le savoir. C'était juste vraiment parce qu'elle fait du bruit, ça attire l'œil. C'était une manière de montrer que voilà, on était tous présents et que la Suisse était là. Ouais, on voit, vous avez pris la pause carrément, vous étiez fiers de ce voyage. Ouais, c'est une grande fierté et voilà, pour l'aspect sportif, on verra à la longue, c'était une découverte pour ce niveau international. On a rencontré, comme vous dites, une équipe d'entrée de tournoi qui a gagné notre catégorie et on voit qu'on n'était pas là pour la même chose. Ouais, Jérémy, allez, avouez-nous un petit secret peut-être de ce voyage. Un petit moment fort, ça serait quoi? Ouh, vous baissez les yeux, ça sent le grand secret là. Non, il y a pas... peut avouer? Non, il n'y a pas de grand secret. Après, c'est des moments, c'est des échanges, c'est des moments... on ne peut pas en retenir un. C'est vraiment du départ, c'est vraiment du lever déjà le matin, où c'est que, évidemment, on est dans l'euphorie de tout ça. Mais non, je pense que du moment où on se lève le matin, au moment où on se couche, quand on rentre, je pense que tous les moments sont forts en émotion, en intensité. Et je pense que
l'essentiel, c'était de tous croquer là-dedans et on l'a fait, très bien. On pense à une personne aussi qui devait nous accompagner, à Bruno. On devait partir à 19, mais Bruno malheureusement a eu le Covid avant de partir 3 jours avant, donc on est parti qu'à 18. Mais voilà, c'est comme il vous dit, on a visité aussi Dubaï et qu'on connaissait pour tout le groupe. On n'y a jamais été. On a pu voir cette foire d'exposition qui est vraiment à voir aussi. Les températures, voilà, plein de choses. Et puis après, profiter du rugby surtout, voir le tournoi avec les grandes équipes. Ouais, une belle expérience dont vous allez vous rappeler, c'est sûr. Un mot pour terminer sur la suite pour l'équipe en termes de compétition. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ben là, du coup, on va aller faire un stage au mois de février. Après, le 15 va reprendre son droit à partir du mois de mars, donc on va laisser un petit peu tomber. On va continuer à se préparer tranquillement parce qu'il y a un tournoi du championnat suisse qu'on avait fait l'année dernière à Lugano, où certains joueurs s'étaient vraiment bien fait remarquer et on voudrait essayer d'aller chercher quelque chose sur ce tournoi. Et après, continuer à grandir, y intégrer les jeunes au fur et à mesure, parce que le but il est là aussi, c'est de former les jeunes et on verra. Cyril, Jérémy, merci beaucoup de nous avoir parlé d'Union Rugby Seven. Salutations à toute l'équipe, salutations à Bruno. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. On passe à la musique et à la culture. Classique pour tous, c'est le concert de Noël offert par la commune de Saint-Cergue à ses habitants. Rendez-vous le dimanche 12 décembre au centre communal du Vallon. La violoncelliste Nadège Rocha nous en parle en plateau tout de suite. Musique, maestro. Nadège Rocha, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors on vient d'entendre un petit extrait, c'est pas forcément ce qui sera joué, puisque la composition du quatuor sera différente. Qui va pouvoir jouer ? Alors presque tout le monde sera, comme ce que vous venez de voir à l'écran, il y aura mon père à l'alto, ma belle-mère au piano, donc Mia Mioli, mon père Laurent Rocha, je pense qu'il est déjà venu sur ce plateau, et puis il y aura Maciek Burzi, qui est en fait un collègue donc c'est pas celui que vous avez vu à l'écran, c'est un collègue de Londres. Je l'ai rencontré pendant mes études à la Royal Academy. Et il est maintenant violon solo à l'orchestre de Lucerne. Et il nous rejoint pour ce concert puisque le violoniste de la vidéo n'était pas disponible. Ouais. Voilà. C'est un concert qui sera joué donc le 12 décembre. Vous venez de parler de votre famille. Est-ce que c'est aussi une histoire de famille ? Est-ce que vous aviez peut-être l'habitude de jouer en famille à Noël ? En fait, pas tant que ça. Ouais. Je pense qu'on est presque tous professionnels en ce moment. Et donc, à Noël, on a envie de ne pas jouer pour une fois. C'est rapide. L'idée, c'est quand même de pouvoir profiter de ce concert et de l'offrir à la population. C'est un concert qui est offert par la commune de Saint-Cergue. Pourquoi ? C'était quoi l'idée derrière ce concert, du coup ? Bon, en fait, moi, en ce moment, je suis beaucoup en Suisse. J'habite aussi en Angleterre et je fais beaucoup les voyages entre les deux pays, bien que la semaine dernière, c'était compliqué. Ouais. Parce que j'enseigne maintenant à la Royal Academy de Londres. Et par contre, en ce moment, j'ai un pied-à-terre en Suisse qui se trouve être à Saint-Cergue. Donc, c'était tellement pratique. J'étais là, mon père, ma belle-mère... On a pratiquement tout le monde pour faire un concert. Et on voulait vraiment juste... je pense qu'il n'y a pas souvent de concerts à Saint-Cergue. On a par contre une très belle salle, la salle du Vallon, qui est vraiment, vraiment chouette, avec une magnifique vue sur la vallée. C'est magnifique. Donc on s'est dit, il faut qu'on amène la musique juste à côté, en fait, à 3 pas de chez nous. Ouais, Mozart et Schumann seront joués. Comment ce choix s'est fait ? Alors le Schumann, je ne l'avais pas encore joué avec eux, à part ce petit extrait qui était en fait un bis pendant une tournée en Chine. En fait, c'est simplement 2 compositeurs qui vont bien ensemble. Le Schumann, le Mozart d'abord est très frais. C'est très bien pour commencer, c'est comme la petite salade en entrée avec un petit peu de grenade, etc. C'est très frais, très pétillant, très positif. Et le Schumann, c'est le plat principal. On est vraiment plutôt dans l'intériorité, dans la profondeur, dans le romantisme.
Donc ça, en fait, ils vont très bien ensemble, c'est simplement. Alors on voit là des images de vous aussi en train de jouer. Vous avez un rapport qui est très intime avec la musique. C'est toute votre passion aussi, la musique et vous, la musique classique. Comment est-ce que tout commence ? Oui, c'est vrai que c'est ma passion. Alors le jour de Noël, on n'en fait pas forcément. Ceci dit, avec mes grands-parents qui sont amateurs, ça nous arrive souvent de lire 2-3 choses, mais justement parce que les amateurs, c'est chouette, c'est le moment de faire de la musique. Mais moi, j'ai commencé à l'âge de 4 ans, le violoncelle, parce que simplement ma mère, donc la première femme de mon père, est violoniste, et mon père altiste. Et moi, depuis toute petite, je voulais faire la même chose qu'eux, bien sûr, parce que ça me paraissait aussi normal que faire du vélo quand on voit les gens faire du vélo ou nager, quoi. Et donc je demandais à faire ça, et puis en fait ma tante, la sœur de mon père, est violoncelliste, professionnelle aussi, et donc du coup mes parents se sont dit elle pourra apprendre avec sa tante. Ils n'avaient pas envie de... Le violoncelle, c'était presque un coup de foudre, hein. Vous avez un rapport très particulier avec ce violoncelle qui est d'ailleurs lui-même particulier. Alors oui, pas celui qui est sur cette vidéo-là. Ouais. Enfin, celui-là est aussi particulier. Je l'adore, ce violoncelle. C'est mon violoncelle moderne. Celui qu'on voit là maintenant, oui. Celui qu'on voit là maintenant, c'est exactement. C'est celui qui est un peu plus particulier parce qu'il a 400 ans. Et puis, il a été fait par Amati, qui était le professeur de Stradivarius, et qui donc c'est un violoncelle d'une grande valeur, d'une grande beauté. Unique au monde en fait. Il a 2 anges dessinés. C'est sur celui-ci que je jouerai d'ailleurs le 12, parce que c'est sur celui-ci que je joue le plus souvent maintenant. L'autre est à Londres. Et voilà, non, j'adore le violoncelle, c'est vraiment mon instrument, mais j'ai commencé par hasard, parce que simplement mes parents ne voulaient pas me donner de leçons, et ma tante était disponible et elle faisait du violoncelle. Ouais, le fait de le jouer en concert, voilà, c'est un passage quelque part évident, mais quand on parle de classique pour tous, pourquoi ? Parce que simplement, le classique, c'est pour tous. Je pense qu'en ce moment, les gens commencent à se rendre compte, peut-être grâce à la dernière pandémie et à tout ce qui a été fait sur Instagram, sur Facebook. J'espère que les gens commencent à se rendre compte que la musique classique, c'est pas quelque chose de réservé pour une certaine classe de la société. Ça l'a été pendant un bon moment, parce que les sponsors, les gens qui pouvaient payer pour ça, étaient souvent des riches bourgeois ou des princes, etc. Mais ça n'existe plus de nos jours. C'est vraiment tout le monde qui soutient la musique classique. Ouais. Et je pense que grâce à Instagram aussi, et Facebook, les gens se rendent compte que les musiciens classiques, c'est des gens normaux, en fait. On n'est pas issus de la haute bourgeoisie, on est tous humains et normaux. Et la musique classique, je pense que ça touche vraiment tout le monde, sans avoir besoin de la comprendre. Ça, c'est aussi... Le ressentir. Oui, c'est quelque chose qui doit être ressenti, on doit faire l'expérience de la musique classique. On ne doit pas se dire, moi, quand je vais à un concert, certaines œuvres, je ne les connais pas encore. Je ne connais pas tout le répertoire pour orchestre. On n'a pas besoin de tout savoir, de comprendre. Exactement. On peut tout à fait être assis devant un orchestre, ne pas connaître le nom des instruments et avoir une expérience magnifique. Et c'est ça qu'il faut, en fait. C'est ça qu'on aimerait atteindre en tant que musicien. Ouais, profitez de l'instant, en tout cas, ce sera à voir et à écouter le dimanche 12 décembre au Centre communal du Vallon. Nadège Rocha, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Et je vois derrière la caméra mon collègue Alexandre Caporal qui a traversé la route entre-temps. Alexandre, viens, on conclut l'émission ensemble. Il passe devant la caméra, derrière son iPhone. Il est là avec nous. Merci, comme ça on peut dire au revoir à tout le monde, Alexandre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie à la maison. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision. À demain.